Les paysages calcaires qui abritent les grottes, quelle que soit leur situation ou leur latitude, ont un dénominateur commun. Ils présentent tous une apparence de roche attaquée par les éléments, fissurée, craquelée, éclatée ou rongée. Des éléments qui dépendent essentiellement du climat. Le climat en surface a une grande importance dans l'évolution du sous-sol calcaire. Un climat qui peut changer radicalement au cours des siècles et des millénaires. Depuis le début de l'ère quaternaire, les glaciations se sont succédées dans l'hémisphère nord pratiquement tous les 100 000 ans. La roche qui constitue le continent européen a donc été soumise à des différences climatiques extrêmes, passant d'un gel permanent à un climat tempéré, puis à une chaleur aride. La végétation et la quantité de pluie tombant sur ce sol a également évolué au rythme des glaciations. Car le principal responsable de l'érosion et de la corrosion de la roche, c'est l'eau. Quand l'eau de pluie tombe à terre, elle peut soit s'évaporer et retourner dans l'atmosphère si le climat est chaud et sec, soit ruisseler et se rassembler en rivières dans les régions tempérées. Ces rivières n'ont qu'un but, retourner par le chemin le plus court vers la mer qui les attend. Elles utilisent toutes leurs forces chimiques et mécaniques pour se frayer un passage, attaquant les roches qui se dressent sur leur chemin, creusant les gorges et les canyons, mais aussi les grottes des massifs calcaires. Sous la surface, l'eau élargit les passages et se rassemble en rivières souterraines, formant parfois d'immenses réseaux de galeries que les spéléologues peuvent explorer. Avec un peu de chance, ils découvriront un lac alimenté par le ruissellement de l'eau au fond d'une grande salle. Mais l'eau de pluie peut aussi s'infiltrer dans le sol par les innombrables fissures microscopiques qui parsèment la roche. Si ces fissures mènent à une cavité plus importante, l'eau formera alors des concrétions, ces magnifiques décorations qui parent les grottes et constituent le principal émerveillement des spéléologues. Des concrétions dont la plus simple et la plus pure est la fistuleuse, sorte de macaroni accrochée au plafond, percée d'un canal central, d'un diamètre dépassant rarement celui de la goutte d'eau qu'il a formée, mais qui peut parfois atteindre plusieurs mètres de longueur. En tombant, la goutte d'eau donne naissance à une autre concrétion, partant du sol, la stalagmite. Stalactite et stalagmite représentent les formes les plus classiques, mais il existe des centaines d'autres concrétions bien plus étranges. C'est sur le plateau de l'Ardèche, en France, que l'équipe de l'Europe souterraine commence sa recherche des plus belles concrétions. Cet immense plateau calcaire, à la végétation aride et sauvage, est parsemé de gorges et de gouffres qui en font une région touristique très prisée. Philippe Axel a choisi l'Avenne d'Orniac, car cette grotte, dont une partie est ouverte au public, est décorée par un concrétionnement très varié et particulièrement exceptionnel. Le site d'Orniac fait partie des grandes découvertes spéléologiques du début du XXe siècle. C'est le 19 août 1935 qu'une équipe de spéléologues entame la descente d'un gouffre connu des habitants de la région sous le nom du Bertrat. Le premier à s'engager dans l'Avenne est un personnage hors du commun. Président de la Société spéléologique de France, inventeur de l'échelle de corde, il se nomme Robert de Joly et vient de faire ce qu'il considéra comme sa plus belle découverte. La grotte est aménagée juste avant la Seconde Guerre mondiale par la municipalité d'Orniac, mais de nombreuses autres salles sont découvertes par la suite pour porter l'étendue du réseau à 4 km. L'équipe entame la descente de l'Avenne par l'entrée historique. De nos jours, cordes et descendeurs remplacent avantageusement les échelles souples inventées par Robert de Joly. Le terme Avenne est souvent utilisé pour des grottes situées sous un plateau calcaire dont l'orifice s'est ouvert par effondrement de la voûte au plafond d'une grande salle que l'on pénètre verticalement.
Laurence, qu'est-ce qu'on pense? T'as vu ça un peu? Le cône d'éboulis situé à la verticale de l'entrée est le résultat d'effondrements successifs. Curieusement, la première salle de l'Avène d'Orniac ne contient pratiquement pas de stalactites, mais elle est recouverte d'une véritable forêt de stalagmites géantes dont les formes évoquent celles de pommes de pin, troncs de palmier ou piles d'assiettes. Bien que peu fréquent, ce phénomène s'explique assez simplement. Les plafonds sont proches de la surface, à peine une dizaine de mètres. La roche n'a pas le temps de régulariser le débit des gouttes d'eau qui varie en fonction de l'intensité des pluies. Comme les salles sont très hautes, les gouttes s'écrasent à grande vitesse sur les stalagmites, donnant des têtes planes dont le diamètre varie en fonction du débit de l'eau. Quand ces stalagmites géantes se forment sur des éboulis instables, leur poids provoque des mouvements de sol qui peuvent casser les concrétions ou simplement les incliner. Plus bas dans la salle, Jean-Marc et Florence rencontrent un immense buffet d'orgue. Ici, les plafonds épais permettent la formation de stalactites qui finissent par rejoindre les stalagmites pour devenir des colonnes. Elles se soudent entre elles grâce au ruissellement de l'eau à l'extérieur de la concrétion. Peut-être que dans quelques milliers d'années, l'urne d'argent où repose le cœur de Robert de Joly fera partie intégrante de cette immense barrière de calcite. Cette forêt de stalagmites est entièrement composée de calcite. La calcite, c'est tout simplement du carbonate de calcium cristallisé par précipitation d'une solution, c'est-à-dire de l'eau contenant ce carbonate de calcium. Les éclaboussures des gouttes d'eau vont déposer la calcite non seulement au centre de la stalagmite, mais aussi en périphérie, créant ces écailles qui rappellent des troncs de palmier. L'eau qui ruisselle autour de la formation développe des coulées donnant à la stalagmite une forme de chou-fleur. Que je traverse une forêt de cette dimension. Contrairement à ce que l'on raconte souvent dans les visites touristiques, les concrétions n'ont pas une croissance régulière et mesurable. En réalité, il n'existe pas deux concrétions au monde qui poussent à la même vitesse. Leur croissance est essentiellement liée aux conditions climatiques en surface, à la fissuration de la roche, mais aussi à l'atmosphère de la cavité. Pour emporter avec elle le carbonate de calcium contenu dans la roche calcaire, l'eau doit devenir acide. Cette acidité se forme grâce au gaz carbonique présent dans les couches supérieures du sol. Le professeur Michel Bakalovitch du laboratoire souterrain de Moulis explique ce phénomène. C'est toujours étonnant de voir ces grandes grottes dans un calcaire qui est massif et absolument sans trou. On en fait d'ailleurs des marbles de cheminée, c'est complètement imperméable, on n'y passe pas. Pour qu'elle passe, l'eau, il faut des fissures, et le calcaire est très fissuré, il laisse passer l'eau. Et cette eau, en fait, elle a traversé le sol, elle a dissous le gaz carbonique qui est produit par la végétation, et ensuite, ce gaz carbonique et cette eau, c'est un acide. Et l'acide se met à élargir les fissures. Et alors, on voit apparaître d'abord des petits trous, comme ceci. Et puis, certains de ces petits trous deviennent beaucoup plus grands en profondeur, et on se retrouve avec ces grandes salles qui représentent une continuité, une rivière souterraine, et l'eau peut y circuler très librement. Ce gaz carbonique, il existe dans toutes les fissures, entre le sol et la grotte, dans des teneurs quelquefois très importantes. Et puis, quand l'eau arrive dans la grotte, et bien brusquement, cette eau va se retrouver dans une atmosphère qui est pauvre, qui est nettement plus pauvre en gaz carbonique, puisque le gaz carbonique s'en va vers l'extérieur. Et elle va perdre son gaz carbonique. Mais comme c'était le gaz carbonique qui avait permis la dissolution du calcaire, l'eau va perdre aussi son calcaire. Et le calcaire va se déposer. Alors si l'eau sort tout doucement de la roche,
le dépôt va se faire au plafond ou sur la paroi, et puis on aura à ce moment-là une stalactite ou une draperie. Si l'eau coule assez vite, le calcaire ne va pas être perdu au plafond, parce que l'eau n'y sera pas restée assez longtemps, et ça va se déposer au sol. Et à ce moment-là, au sol, on aura par exemple des stalagmites, qui sont des constructions qui montent comme ça au-dessus du sol. Mais si le débit est très important et qu'on a une nappe d'eau qui ruisselle sur le sol, eh bien, l'eau va construire un plancher stalagmitique. Il va y avoir des petits gours qui sont des bassins avec des petits barrages qui se construisent petit à petit. Et puis dans les gours, l'eau va perdre progressivement encore du CO2 et du calcaire. On va voir apparaître à la surface de l'eau un petit voile de calcite flottante. Cette calcite flottante va couler au fond du gour, elle va faire un sable. Quelquefois, on a des gouttes qui tombent du plafond, qui viennent perturber l'eau de ce gour, ça va faire tourner des grains de sable qui vont construire des couches concentriques de calcaire. Et à ce moment-là, on va voir apparaître des perles. Franchissant un rideau de draperie géante, l'équipe descend de plus en plus bas dans la grotte pour rejoindre les salles rouges. Le sol de ces salles est entièrement recouvert d'une glaise épaisse de couleur rouille. Une glaise qui était sculptée par les gouttes d'eau pour former cet étrange paysage. Au fond de la salle, le sommet d'une immense stalagmite s'est affaissé sur la glaise et des concrétions plus jeunes ont poussé sur ses flancs. Il n'est pas possible de mesurer avec précision l'âge de cette concrétion, car les datations à l'uranium-thorium ne peuvent remonter au-delà de 400 000 ans. Mais au vu de la formation géologique de la salle, on peut estimer que cette stalagmite a commencé sa croissance il y a plus de 20 millions d'années. Au fond de la salle nord, Miloud, un guide de l'Avenne d'Orniac, ouvre la porte blindée qui mène vers les nouveaux réseaux que Florence et Alain vont visiter. Ces salles, découvertes en 1965, représentent la plus grande partie de la grotte. Depuis les premières explorations, elles ont été protégées par les municipalités d'Orniac et d'Issirac, propriétaires des terrains en surface, qui en ont interdit toute visite. Un classement ministériel a permis de renforcer cette protection. On comprend aisément les motivations de cette protection lorsqu'on découvre ces plafonds ornés de concrétions en forme de sabre, fragiles comme du verre. Un vrai régal pour les yeux. Autre forme étrange, les disques de calcite. Ici, le disque est prolongé par une draperie et surmonté de quelques belles perles. Ces disques créés par un jet d'eau sous pression peuvent avoir un diamètre allant jusqu'à 3 mètres. Parfois, les disques sont imbriqués sur la paroi et contiennent d'autres formes de cristallisation.
À l'intérieur de ce gourd, aujourd'hui asséché, des concrétions se sont développées sous l'eau. Elles ont pris la forme de petits sapins. Encore une forêt de calcite, mais en miniature. Dans la deuxième salle, immense comme toutes les salles d'Orniac, un talus d'argile permet d'approcher le plafond. Les radicelles qui semblent pousser autour de ces carottes de calcite sont des excentriques. Des excentriques que l'on retrouve sur toute la superficie du plafond. On appelle ces petites concrétions excentriques car elles poussent dans tous les sens, au mépris des lois de la pesanteur. Toutes les hypothèses ont été émises sur l'origine de leur formation, depuis l'influence des courants d'air jusqu'à l'action de bactéries souterraines. En réalité, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes physiques et chimiques qui développent ces formes si fines et si pures. Des phénomènes qui dépendent de conditions extrêmement précaires que l'homme peut perturber sans même s'en rendre compte. Dans cette petite niche, les excentriques sont tellement fines qu'elles prennent la forme d'aiguilles de cristal. La présence de ces milliers de petites concrétions au plafond témoigne d'une grande fissuration de la roche. Toutes ces gouttes d'eau marquent également le sol. Cette peau de léopard est une coulée stalagmitique dont les taches sont provoquées par cette pluie incessante. Pour ne pas salir cette surface parfaitement lisse, Florence a retiré sa combinaison. Les coulées de calcite se superposent pour devenir d'immenses massifs. Derrière l'un de ces massifs, Florence et Alain découvrent une salle tout à fait exceptionnelle. On y retrouve pratiquement toutes les variétés de concrétions de calcite connues.
surplombant de longs cierges aux formes classiques, les excentriques se sont développés sur des centaines de mètres carrés. Même si leur forme évoque une vie végétale, les excentriques ne sont que des cristaux de calcite qui croissent un peu au hasard en fonction des forces capillaires. L'eau qui s'insinue très lentement par des pores microscopiques ne peut plus former de gouttes. Elle n'est donc plus soumise à la gravité et les dépôts se construisent dans toutes les directions. La croissance peut aussi être influencée par une impureté qui bloque le canal central. L'eau cherche un autre chemin pour s'échapper et la cristallisation s'effectue dans un sens différent. Dans certains cas, l'eau continue à circuler à la surface de la concrétion sous la forme d'un film invisible à l'œil nu. Seules jouent les forces de tension superficielle. Comme toutes les concrétions, les excentriques peuvent être de différentes couleurs. Les impuretés et le taux d'oxydation des particules métalliques qu'elles contiennent font varier leur teinte. Bien que relativement courantes, ces concrétions ont toujours fasciné les visiteurs des grottes. Elles sont devenues la proie rêvée pour les collectionneurs en tout genre. Pourtant, une fois à la surface, elles perdent rapidement leur éclat et se dessèchent pour ne plus ressembler qu'à un vulgaire morceau de calcaire. Malheureusement, leur rendre visite trop souvent peut aussi les détruire, car la présence répétée de l'homme sous terre modifie considérablement les conditions atmosphériques de la cavité. Toutes ces formes se développent dans la solitude et l'obscurité la plus totale. Peut-être vaut-il mieux les laisser ainsi.